Pouvez-vous vous présenter? Alors, donc je m'appelle Hugo Boguil, j'ai 23 ans et je suis ingénieur INSA de Toulouse en génie civil. Et j'ai fait le parcours pluridisciplinaire génie urbain après plusieurs années de génie civil. J'habite Paris, dans le 14e arrondissement, où je suis monté pour mon stage de fin d'études, donc ça fait à peu près 2 ans. Donc actuellement, je suis en maîtrise d'ouvrage dans le génie civil à la RATP sur le prolongement de la ligne 11. Donc le prolongement de la ligne 11, c'est un des plus gros prolongements qu'on a actuellement à la RATP, sachant que la plupart des autres prolongements de Paris sont sous l'égide du Grand Paris Express, qui est un organisme qui a été fondé par une loi en 2012, et ça va être le plus gros projet d'infrastructure de transport depuis la création du métro en fait. N'hésitez pas à vous y renseigner, c'est très impressionnant à voir. Ça va être, allez, on espère, 4 nouvelles lignes de métro et des prolongements de lignes existantes qui sont assez impressionnants. Donc il y a beaucoup de beaux travaux et beaucoup de travail pour les ingénieurs et génie civil et transport, en tout cas sur Paris pour l'instant. Donc actuellement, ce que je fais, c'est que je m'occupe de tout ce qui est en fait gestion de l'environnement autour des zones de chantier sur 4 stations en particulier, sur une partie du projet qui s'appelle T4S pour tunnel 4 stations. C'est une partie qui est en fait réalisée en tunnelier, une méthode très intéressante pour réaliser assez vite un tunnel sur 3 km dans l'Est parisien, dans le 93. Mon travail en quotidien, c'est faire en sorte que les choses se fassent. Donc c'est assez étonnant, mais c'est ce qu'on appelle gouverner en fait. Aussi simple que ça, c'est faire en sorte que les gens puissent travailler en temps et en heure avec tout ce qu'il faut. Parce que nous, en amont, en fait, si on prend une pyramide assez simple, une pyramide de maîtrise d'ouvrage de génie civil, c'est ça. Tout en bas, on a l'entreprise qui va réaliser les travaux. Un peu plus haut, on a la maîtrise d'œuvre qui va faire les études et la surveillance des travaux. Et au-dessus, il y a nous, la maîtrise d'ouvrage. On est les clients et on est les garants du bon rendu du projet en temps et en heure et dans un budget imposé. Donc en fait, nous, on va rarement mettre la main à la pâte pour réaliser les travaux en soi avec sa pelle et sa pioche, mais on va faire tout ce qu'il faut avec les divers acteurs et tout ce qui est autour du chantier, donc les villes, l'État, les riverains, les autres entreprises, les projets connexes, faire en sorte que les choses se passent dans les règles et dans les lois. Au quotidien, je suis souvent au bureau, donc à peu près la moitié du temps, pour être une sorte de plaque tournante qui va rediriger toutes les demandes et toutes les réponses à avoir pour en fait faire que tout se passe. Voilà. Il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de process internes et législatifs à faire. La loi MOP, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas mal de choses très réglementaires et très restrictives à faire. Pas mal de mon travail, c'est de répondre à ça. Une grosse partie de mon travail, c'est aussi de gérer les nuisances de chantier. Je suis dans un environnement de chantier qui est vraiment extrêmement contraint. En fait, on va réaliser parfois ce qu'on appelle des parois moulées, donc des murs d'à peu près 35 mètres à 2 mètres des façades des habitants. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nuisances, beaucoup de complexification au niveau de la vie de tous les jours pour pas mal de ces riverains. Il faut réussir à calmer le jeu, à être diplomatique, à expliquer tout ce qu'il faut. Et surtout, il faut donner les bonnes informations, parce qu'il y a aussi beaucoup de politique. Si on donne des mauvaises informations, ça peut se retrouver contre nous, RATP. J'ai aussi d'autres aspects comme la communication de chantier en général. C'est comment faire l'interface entre les équipes de notre communication interne RATP et les informations du projet qui doivent circuler. Donc pour ça, je suis un petit peu un intermédiaire global avec tous les autres acteurs. Donc les équipes de com, moi, les riverains, les villes. Et par des réunions assez récurrentes, on va aller au contact des villes qui vont nous remonter les plaintes des riverains concernant la communication en général. Est-ce que par exemple un camion est arrivé trop tard cette nuit ou est-ce qu'il y a eu un convoi exceptionnel qui n'était pas prévu? C'est beaucoup de travail au quotidien mais aussi du travail de longue haleine. Une autre partie de mon travail, c'est de parler des marqueurs territoriaux. C'est indiquer où est notre chantier. Ça peut se faire par des palissades, ça peut se faire par des panneaux de communication. Et j'ai essayé de mettre en place des actions artistiques qui n'ont pas bien marché parce que les process sont très compliqués. Mon métier n'est pas en lien avec ma passion. Moi, je suis ingénieur et c'est vrai que ma passion, c'est la magie, c'est l'art en général. Mais je suis magicien semi-professionnel, donc je fais ça à temps partiel. Par exemple, là, j'ai 4 soirs de prix d'affilée parce que c'est les fêtes pour faire de la magie.
Donc là, c'est assez exceptionnel que je puisse faire cette vidéo-là en cette période. Mais mon nom de scène, si vous voulez regarder sur internet, c'est Hugo avec un H. Et ce que je fais, c'est de la magie avec des œuvres d'art. Regardez, 1, 2, 3. Voilà, un petit Picasso comme ça. Donc ce que je fais, c'est je vais voir les entreprises, je leur fais de la magie dans leur réception, les team building, les fêtes de fin d'année, mais aussi au musée, j'essaie de vendre des prestations de magie sur mesure qui font appel à pas mal de créativité et d'ingéniosité. Donc c'est quelque chose que je peux faire pendant mon travail parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est une planque. Non, c'est surtout que oui, j'ai un petit peu de temps libre, je suis pas mal à mon bureau, je peux prendre des appels quand il faut. Ça, c'est vraiment une chance et un choix aussi de ma part d'avoir pris ce genre de métier-là pour pouvoir me libérer du temps perso sur mes journées de travail. Mais bon, je reste plus tard quand il faut, je ne dirai rien. Puis je peux utiliser l'imprimante, ce qui est très pratique aussi pour imprimer les contrats, les signer, réaliser des cartes de visite improvisées, enfin, donc non, en étant un jeune ingénieur, je n'ai pas d'aménagement spécifique. Je sais qu'au bout de 2 ans, on peut demander, ça c'est très important, un congé ou une réduction de temps journalier pour réaliser ce qu'on appelle une création d'entreprise. Il y a une loi qui est faite pour ça, n'hésitez pas à la regarder. Vous tapez le congé pour création d'entreprise sur internet et ça devrait tomber. J'ai pas pris le temps de regarder ça avant. Mais je sais que j'ai une collègue qui fait ça pour créer son entreprise de formation vidéo. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait. Je fais tout en parallèle, donc j'ai des journées assez chargées, même si mes journées sont déjà peu chargées de travail, ce qui me permet de partir vers 17h30, 18h, ce qui est exceptionnel dans le milieu du bâtiment, et de pouvoir parfois venir un petit peu plus tard, et de pouvoir enchaîner ma vie de bureau avec ma vie de magicien, ce qui est déjà aussi exceptionnel. Si j'étais conducteur de travaux, je ne pourrais pas le faire. Si j'étais en études, je ne pourrais pas le faire. Donc c'est un choix d'avoir été en maîtrise d'ouvrage, qui est souvent la fin, enfin, une étape assez avancée dans sa carrière, dans le génie civil en tout cas. C'est une chance que mon boss m'ait pris, parce qu'il avait le choix entre moi et un ingénieur de 6 ans d'expérience de plus. Il m'a choisi moi pour me donner ma chance, et parce que au niveau de la personnalité, ça passait mieux. L'important, c'est d'être quelqu'un d'assez organisé, d'assez bon communicant, et c'est vrai que ça a été un plus qui m'a permis d'avoir ce métier qui nécessitait au moins 3 ans d'expérience alors que je n'en avais aucune, à part une expérience en stage RATP, ce qui m'a pas mal changé la donne. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai un aménagement particulier? Non, mais je sais que si j'ai besoin de prendre un jour de congé totalement au hasard, par exemple un mardi, alors qu'en général le mardi, ben, on travaille tous, ben, je peux, parce que je suis dans une entreprise très humaine où les gens vont faire très attention à l'équilibre vie professionnelle, vie travail. Et si je demande un RTT, souvent je l'ai. Bon, souvent j'ai besoin de justifier que j'ai pas de réunion très spécifique à ce moment-là, que je vais pas déranger personne et que je ne suis pas en même temps en congé quelqu'un de très important que je dois remplacer. Mais à part ça, ça va. Pour l'instant, depuis un an, j'ai pas eu de gros soucis au niveau de la prise de jours particuliers. Par exemple, j'ai pu aller pendant 10 jours au Festival de Cannes pour essayer de vendre ma magie. Et donc, j'ai pris ça sur mes congés classiques et personne ne m'a embêté là-dessus. Donc, c'est parfait. Depuis quand avez-vous cette passion? Donc, j'ai cette passion depuis 8 ans. À la base, c'était un moyen de découvrir autre chose. Je suis rentré dans le milieu de la magie par petite touche. Forcément une boîte de magie quand j'avais 3 ans et puis je l'ai laissé de côté, j'ai perdu la moitié des accessoires. J'ai eu ensuite la collection Au cœur de la magie de Sylvain Mirouf, peut-être que certains connaissent, qui m'a permis de mettre un petit pas de plus dedans, d'avoir deux trois tours de magie. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un tour que je fais tous les jours qui provient du numéro 1 de cette collection-là à 2 euros et je l'utilise encore professionnellement, donc c'est incroyable des fois ce qu'on trouve dans des petites boîtes comme ça. Ensuite, j'ai une petite boîte de cartes truquées que j'ai utilisée. Et ensuite, en mai 2010, je suis rentré pour la première fois dans une boutique de magie où un magicien m'a vraiment fait un tour pour la première fois devant moi. Ça a été la révélation, j'en ai pas dormi de la nuit et je me suis dit, je veux savoir faire ça. Et puis j'ai su le faire. Et ça a été l'occasion de rencontrer plein de monde. Moi qui suis quelqu'un d'assez timide à la base, qui allait pas trop vers les gens, ben, c'était quelque chose qui m'a un petit peu forcé. Et puis j'ai adoré le concept de faire un petit peu le geek dans son coin la moitié du temps pour créer des tours et les inventer. Et la moitié du temps d'être hyper sociable et d'aller voir des gens et de pouvoir m'incruster à des soirées que je pensais pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu la sphère YouTube, j'ai pu rencontrer Raphaël Descraques, François du Fossoyeur de Chine, j'ai pu rencontrer Axolot, j'ai pu rencontrer Bruce de Y Penser. Tout ça en septembre dernier parce que je me suis incrusté à l'une de leurs soirées en disant hey, je suis photographe de la soirée alors que j'étais magicien. Et ensuite, ben, voilà, je me suis incrusté comme ça en parlant aux uns aux autres. Donc c'est des belles expériences et des beaux hasards de vie qui peuvent faire que on arrive là.
Est-ce que j'ai toujours voulu en faire mon métier? Non, pas du tout. Non, à la base, je suis 100% ingénieur dans ma tête. J'ai toujours voulu faire des sciences, j'ai toujours voulu faire de la recherche. Ça, c'est un peu à cause de l'image qu'on donne du scientifique dans les films des années 90-2000, le mec qui est dans son labo, qui invente des trucs. Mais la vie d'ingénieur, ce n'est pas ça. C'est beaucoup de process, c'est beaucoup de trucs chiants. Quelque chose que je peux vous montrer sur comment allier vie professionnelle et vie de travail, c'est ce bouquin-là qui s'appelle La révolte des premiers de la classe, que vous devriez un peu tous lire. C'est comment les ingénieurs d'aujourd'hui quittent tous leur travail pour élever des chèvres dans le Larzac. Donc c'est très intéressant, une étude sociologique sur pourquoi en fait tout le monde monte des startups ou veut sortir du monde classique du travail. Ben, c'est parce qu'en fait on se rend compte qu'on est tellement habitué maintenant à penser à notre bien-être qu'on se rend compte que l'entreprise n'est pas faite en général pour te donner assez de créativité dans ta vie de tous les jours et te rendre heureux toi en tant que personne. Donc la magie, c'est un moyen pour moi d'avoir cette part de créativité et de volonté personnelle dans quelque chose où je suis vraiment au bas de la pyramide, qui est déjà en haut de la pyramide globale, hein, mais moi je suis le petit nouveau, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de créativité là-dedans, j'applique des procédures. Je pense que tout le monde autour de moi se dit bah, qu'il est justement un peu dans une machine qui est tellement restrictive que ta créativité, tu l'as pas énormément. Et encore, on a un boulot d'ingénieur, ce qui est absolument génial. Avez-vous des problèmes à exercer vos deux métiers en même temps? Oui et non. J'ai des cernes. C'est la période de Noël. Je vais enchaîner 4 prestations à partir de demain soir. Et je n'aurai pas de week-end et je ne pourrai pas me reposer. Ça fait depuis la semaine dernière que c'est comme ça. Ça va me durer 2 semaines de plus. Je pense que je vais faire un burn-out à la fin, mais bon, ça va, tout va bien. Je le vis assez bien parce que moi j'adore cet état d'esprit d'être tout le temps dans le rush. Ce qui est bien, c'est qu'aussi mon boulot est des fois un peu plan-plan, donc bah, ça rajoute une dose un peu de punchy dans ma vie où tous les jours je peux avoir un appel d'une agence d'événementiel qui peut me donner un contrat trop cool à Dior à 800 €. J'ai eu ça hier par exemple, c'était incroyable. Donc je l'aurai peut-être dans une semaine celui-ci. J'attends la réponse, on croise les doigts. Et est-ce que j'ai beaucoup de mal à mélanger les deux? En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire bordel, pourquoi je suis encore ingénieur? Sachant que je peux gagner ma vie en ce moment, petit à petit, hein. Mais par exemple, au mois de décembre, je me fais 2 500 € grâce à la magie. Je n'enlève pas les 26% de charges, je n'enlève pas les impôts qui vont me rajouter. Mais quand on se dit c'est la même chose que ma fiche de salaire, j'ai envie de te dire pourquoi est-ce que tu pars pas maintenant? Mais non, en fait, il faut être assez logique dans sa tête. J'ai que 2 ans d'expérience et si jamais la magie ça ne marche pas, bah, je vais ressortir mon CV d'ingé et quand ils vont voir oh vous avez que 2 ans d'expérience sur un seul et même projet, ah, qui êtes-vous? Non, et je pense que je vais quand même faire une petite année de plus sur un projet supplémentaire au moins pour avoir un CV au moins de 3 ans d'expérience avant de sortir du cursus de l'ingénierie et me lancer totalement dans la magie, même si c'est très compliqué intérieurement de dire pourquoi est-ce que je fais ça tous les jours, pourquoi est-ce que je prends mon métro et 45 minutes de transport pour aller dans un endroit où je m'amuse que très moyennement, même si j'ai cette chance de faire un projet dont je comprends les tenants et les aboutissants et je sais pourquoi c'est important que je fasse mon métier, ce qui est déjà très rare, parce que le but de ce livre aussi c'est de montrer pourquoi est-ce que les gens trouvent que leur métier c'est nul et qu'il ne sert à rien. J'ai quand même cette chance d'avoir un métier qui sert. Est-ce que ça a été un point positif d'exercer le métier d'ingénieur tout en ayant une passion? Oui, parce que voilà, c'est bien d'avoir des passions dans la vie. Si vous êtes comptable et que vous ne faites que de la comptabilité, vous êtes quelqu'un d'assez triste, j'ai l'impression. À moins que vous adoriez la compta et que ce soit un moyen pour vous de mettre ça en avant dans votre vie et que vous traînez avec des comptables, que vous parlez de chiffres tout le temps. Mais quand on est ingénieur, en général, on ne traîne pas qu'avec des ingénieurs. Mais les gens n'ont pas envie de vous voir parler tous les jours d'ingénierie. Donc avoir une passion, c'est quelque chose qui vous permet de sortir d'un petit peu de votre train-train quotidien, de sortir un petit peu. Et quand je vois mes collègues qui, eux, ont des horaires de taré parce qu'ils ont des postes un peu plus haut gradés que moi et qui, eux, ont de vraies grosses responsabilités, quand je vois que parfois, ils passent une semaine entière à ne pas penser que boulot, je pense que mentalement, ce n'est pas une très bonne chose. Donc avoir une passion, c'est très important. Mais est-ce qu'elle doit être si dévorante que ça pour ensuite devenir la chose qui t'obsède et quelque chose qui va traîner dans ta tête même pendant ton travail et ensuite te dire tiens si je quittais mon travail pour faire cette passion-là? Je pense pas que tout le monde doive en arriver à ce niveau-là. Voilà.
mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit quelque chose. Il y a des gens qui ont le sport, il y a des gens qui ont la musique, voilà. L'important c'est de faire des activités soit en solitaire, soit en groupe, mais au moins quelque chose qui peut aller un peu à contre-pied de ton travail classique. Mais voilà, ça c'est très important. Est-ce que ça a été difficile de suivre le cursus ingénieur en ayant cette passion? Oui et non. Alors ce qui était difficile, c'est de me dire, bordel, j'en ai marre d'être en cours alors que je sais que je pourrais bosser sur ma magie tous les jours. C'est toujours ce moment où tu te dis pourquoi est-ce que j'y vais pas à fond, pourquoi j'y vais pas à fond. Et moi, ce qui me retient, c'est que bah, parfois c'est stupide de lâcher quelque chose qui est une sécurité assez intéressante parce qu'un diplôme d'ingénieur, c'est quand même un diplôme en or. On le sait pas encore, mais c'est quand même. En vrai, quand tu vois le monde du travail en vrai, quand on a notre métier d'ingénieur et que on peut être appelé comme ça et avoir un boulot dans la semaine parce que tu as des boîtes de prestat qui t'embauchent en une semaine, c'est incroyable quand même dans le monde entier. Donc, moi, j'ai décidé de partir sur cette base réaliste de dire j'ai mon métier d'ingénieur, j'ai mon diplôme, j'ai mon expérience, et ensuite je vais dire pas les couilles, et je me casse. Est-ce que c'est difficile d'avoir les deux métiers simultanément? Ce qui est aussi intéressant, c'est les gens qui autour de toi vont toujours souvent te dire que c'est très bien ce que tu fais et de continuer, mais qui vont jamais t'aider. Donc ce qui est dur, c'est d'avoir pas grand monde à qui t'adresser et de ne pas savoir qui peut être référent pour t'aider à donner des conseils sur ta vie. Moi, j'ai dû appeler deux trois magiciens que je connaissais pas du tout pour leur demander comment est-ce qu'ils avaient réussi à partir de l'INSA à faire ça. Je connaissais juste une ou deux personnes comme ça de nom. C'est vrai que l'exemple est pas tout à fait, est pas hyper répandu, hein, mais je pense que dans chacune de vos passions, surtout pour les sports-études, il y aura toujours il y aura toujours quelqu'un qui aura fait le même parcours que vous. Dites-vous que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui a fait le même parcours que vous, parce qu'on est énormément dans le monde. La seule question, c'est où est-ce que tu trouves cette personne et comment est-ce que tu fais pour la contacter pour qu'elle te donne les conseils qu'il faut. Je pense que l'INSA sera très fier d'avoir quelqu'un qui est magicien et qui réussit parce que l'INSA promeut les gens qui quittent le métier d'ingénieur et je ne comprends pas pourquoi. Voilà. L'INSA, c'est quand même l'école qui t'apprend à partir du métier pour lequel tu as été formé. Donc j'ai pas compris le principe, mais voilà, c'est tellement bizarre que, par exemple, les Insta Stories, là, c'est sorti récemment, c'est les gens qui ont bien réussi dans le monde soit de l'entreprise, soit qui ont réussi à partir du monde de l'entreprise pour faire des trucs totalement autres. Comme les gars de nuit et culottés, je pense que l'INSA en est très fier et je ne comprends pas pourquoi. Mais tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux que vous formiez des gens qui veulent partir de votre boulot parce que vous les éduquez tellement à partir hors du métier d'ingénieur et à penser à autre chose que vous les dégoûtez. Y a-t-il des gens qui vous ont aidé dans votre projet? C'est qu'il y a des structures qui se mettent en place, des fois il y a des coachs qui peuvent t'aider dans ta vie en général, des gens qui ont déjà fait les mêmes erreurs que toi, comme je le disais, et oui, ça se met de plus en plus en place. Et puis il y a vos profs de PPI aussi. Je sens qu'on va rigoler, mais oui, les profs de PPI sont des gens qui peuvent t'aider parce qu'ils en ont vu des vertes et des pas mûres, des gens qui ont quitté leur boulot et qui font un peu la même chose que ce que toi tu as envie de faire. Et ils ont vu plein d'ingénieurs passer entre leurs mains, ils ont vu ils ont vu plein de gens dans les RH qui ont vu d'autres cas que eux, donc ils connaissent des choses. Pour vous dire, le PPI, c'est quand même ce qui m'a fait rendre compte en première année que je n'avais pas envie d'être ingénieur. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même plutôt très très fort. Avez-vous rencontré des difficultés pour allier passion et études? Pas vraiment. D'ailleurs, l'INSA, ça a été plutôt une très bonne chose pour moi parce que ça a été l'occasion d'avoir plein de spectateurs. Parce qu'être magicien, quand tu as juste que tes 10 amis du lycée, ça n'amène pas à voir la vraie vie de magicien qui est de faire de la magie à plein de gens différents. Donc, ce que je me suis dit, c'est vas-y, je vais faire tout le temps les mêmes tours, mais à plein de gens différents. C'est bien mieux que de faire plein de tours différents à tout le temps les mêmes personnes. Ce qui est bien aussi à l'INSA, c'est qu'on a des conditions de travail extrêmement compliquées en tant que magicien. Les gens me disent mais comment tu fais avec des gens bourrés ou comment tu fais avec ces gens-là qui sont des médecins qui vont commencer à chercher à comprendre. Là, c'est parce que j'ai fait l'INSA et que je n'étais qu'avec des gens comme vous qui aimaient bien comprendre les tours de magie et faire les chieurs à dire attends mais ta carte elle n'est pas en deuxième et tout. Et du coup j'ai dû apprendre à vraiment m'investir dans le fait de trouver des parades contre votre esprit de cartésien. Merci à vous. Quelle est la meilleure récompense de votre investissement? C'était d'avoir vu ma maman qui était très fière de moi quand il y a eu la cérémonie des diplômes. C'est stupide, mais des fois on fait juste ça pour rassurer nos parents, hein. C'est même pas pour nous totalement, mais c'était surtout pour leur dire regardez,
J'ai quand même fait ce pourquoi vous m'avez aidé depuis 5 ans à me payer le loyer parce que je ne gagne rien, à me supporter, moi qui m'enfuis dans ma chambre pour réviser et qui n'était du coup plus très là avec la famille en général. Voilà, c'est une sorte de récompense qui était quand même assez sympathique. Sinon, la meilleure récompense de mon investissement, c'était d'avoir fait de la magie la semaine dernière au président du groupe INSA et de pouvoir lui faire un check en live en disant wesh mon gars, si je suis là, c'est un petit peu grâce à toi. Encore merci et à bientôt.